Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de chrétienté dirigé par l'abbé Guillaume de Tanoirne que nous retrouvons par téléphone. Monsieur l'abbé. Oui, bonjour. Oui, bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir, Pierre Le Vigan. Et je suis heureux de vous recevoir ce soir pour le gros livre que vous venez de publier, Le Grand Empêchement. Il ne s'agit pas du grand remplacement, je précise, mais vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Il y a un sous-titre, Comment le libéralisme entrave les peuples. Et à vous lire, j'étais en même temps en train de lire l'encyclique du pape François, Tutti Fratelli, et je dois dire que il y avait plusieurs croisements intéressants entre ces deux textes. J'y reviendrai sans doute durant l'émission. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans ce livre ? Oui, alors dans le grand empêchement, en fait, j'ai voulu montrer tout ce qui empêche la puissance populaire de s'exprimer. La puissance populaire, je dirais pas, non pas le corps du Christ, mais c'est le corps du peuple. Ce qui est une forme terrestre de l'incarnation. Chaque peuple apporte quelque chose d'irremplaçable à la diversité du monde, et le monde n'est beau que par sa diversité. Et le grand empêchement, c'est ce qui fait que la puissance populaire du peuple de France, mais aussi des autres peuples d'Europe, mais aussi au-delà des peuples du monde, est entravée. Alors, ce grand empêchement, c'est l'économisme, c'est l'obsession de l'économie. C'est aussi la technocratie, c'est-à-dire le règne des experts autoproclamés, on le voit en ce moment. Et c'est aussi l'idéologie des droits de l'homme qui a eu des mérites quand elle a été d'origine chrétienne au XVe et au XVIe siècle. Voilà, il faut bien distinguer concernant les droits de l'homme une utilisation normative des droits de l'homme et une politique des droits de l'homme. Vous citez Marcel Gauchet qui dit il n'y a pas de politique des droits de l'homme. Exactement, je crois à l'égal. C'est justement ce que le pape François est en train de nous pondre, une politique des droits de l'homme. Voilà, vous êtes intéressé à son encyclique. Je crois à l'égale dignité des êtres humains, mais ça c'est un point de vue philosophique. Mais cette égale dignité ne veut pas dire qu'ils doivent être partout traités pareillement. En France, le français doit être traité de manière privilégiée, puisque la France c'est la terre des Français. Au Mali, le Malien doit être premier, puisque le Mali, c'est la terre des Maliens, en Turquie, etc. On ne va pas faire le tour du monde, mais bien entendu, c'est là qu'il faut bien ne pas mélanger l'égale dignité des hommes, de principe, et le fait qu'on ne peut pas fonder une politique qui leur donne des droits égaux partout, puisque à partir de là, on nie la diversité des peuples, on nie le droit des peuples à rester des peuples, à rester maîtres chez eux. Et on nie l'instrument politique de cette diversité. Absolument, on nie l'État. Il n'y a plus d'autorité politique. Il n'y a plus d'autorité politique et il n'y a plus de différence entre le citoyen et le non-citoyen. Alors ce qui caractérisait cette différence, c'était que le citoyen avait à la fois plus de devoirs et plus de droits qu'à l'étranger, ce qui est bien normal. Les deux vont ensemble en quelque sorte. C'est un petit peu comme le principe de l'aristocratie. L'aristocratie, première au combat, première tombée au champ d'honneur. Les devoirs ne peuvent aller qu'avec les droits et réciproquement. Et ça, c'est ce que nie l'actuelle dérive. Je suis très content que notre émission commence de cette façon parce que je pense que vous avez mis un nom sur le problème de l'encyclique Tutti Fratelli. J'ai un auditeur qui m'écrit un bon mot d'un cardinal, je crois dans les années 50, qui disait « Le pape mène la nef de l'église à la gaffe ». Eh bien, vous avez donné un nom à cette gaffe, finalement. C'est la destruction de la structure politique. Oui. Et finalement, la confusion entre politique et morale.
Oui, tout à fait. Ce qui est très grave parce que ce sont deux registres différents. Le rôle du politique ne doit pas être d'imposer une morale uniforme mondiale Et trop dur pour tous. Enfin, je veux pas être, mais un politique, par exemple, qui interdirait l'adultère aujourd'hui, ferait quelque chose qui est en soi juste, mais qui est totalement déplacé et totalement impossible, et qui ne correspond pas à ce qu'est le droit par rapport à la morale. Le droit, c'est pas la assurément. morale. Le droit tend vers ce que la collectivité peut accepter de morale commune, mais il ne s'identifie pas à la morale comme il ne s'identifie pas à la religion, et comme il ne s'identifie pas à la charité, quoi qu'en pense le pape François. Euh, je suis assez content Oui. que vous ayez présenté les choses aussi clairement, parce que ça manquait un peu à notre première partie. Oui. L'inflation du droit aboutit à la dépolitisation. C'est-à-dire que le droit, normalement, c'est la conséquence d'un rapport de force politique. C'est une façon d'apaiser les rapports humains dans un cadre qui, lui, est en quelque sorte en amont du droit, puisque c'est un rapport de force politique. Mais c'est vrai qu'avec ce qu'on appelle le gouvernement des juges, qui s'est développé en France à partir de Giscard d'Estaing et même de Georges Pompidou, eh bien, le véritable juge n'est pas le peuple, comme il devrait l'être, disait le général de Gaulle, mais le gouvernement des juges se substitue au gouvernement choisi par le peuple. Et en fait, évidemment, ce gouvernement des juges prend différentes formes, avec notamment la Cour européenne des droits de l'homme, et empêche, par exemple, toute politique de maîtrise de l'immigration. Donc, Voilà, c'est ce qu'on appelle c'est l'état de droit. antipolitique. L'état de droit, Voilà. c'est une très belle appellation. Enfin, mais en fait, c'est le contraire du droit qui C'est tout à est. fait, c'est le contraire du droit, c'est le contraire du droit, d'autant qu'on finit par se réclamer par des principes qui, par définition, sont complètement abstraits. Si vous voulez, quant au nom de la devise, d'un des éléments de notre devise, qui est la fraternité, qui est un beau nom, on légitime des soutiens de telle ou telle personne à l'entrée clandestine, l'entrée illégale, sans autorisation, sur notre sol, donc de clandestins qui au demeurant finissent en général par être tous régularisés, eh bien, à partir de là, c'est un détournement de la notion de fraternité, puisque la notion de fraternité, à la base, concerne les frères en la nation. Ça ne concerne pas l'humanité entière, et ça ne concerne pas surtout l'humanité quoi qu'elle fasse. C'est-à-dire que nous ayons, par exemple, envie, en cas de catastrophe naturelle, d'envoyer ou d'aller nous-mêmes porter secours, comme l'avait fait Jean-Marie Le Pen dans les années 1950 lors des inondations en Hollande. Ça, c'est un bel acte de fraternité humaine, et en tout cas Européenne. de fraternité européenne en l'occurrence. Mais ça ne doit évidemment pas s'étendre à la complicité d'entrée illégale sur le territoire national pour ensuite bénéficier, sans jamais avoir cotisé, de tous les avantages que notre nation a réussi à mettre en place à la suite de générations et de générations de combats sociaux, d'économie, de rigueur, de sens du travail de notre peuple. Ce n'est pas possible que toute l'humanité bénéficie d'acquis historiques de notre peuple, du fruit des efforts des générations antérieures que personne n'a aidé. Surtout, si on en croit le texte d'Aristote que vous citez au début de votre ouvrage, et que je vais lire tout à l'heure parce que je le trouve absolument fascinant et il dépassionne le sujet. Le problème, si on laisse rentrer tout le monde, c'est que plus personne ne ressemble à personne, et que dans cette grande diversité naît ce qu'Aristote appelle la sédition.
Bien sûr, Aristote était très réaliste là-dessus. Une cité doit garder une certaine homogénéité. Ça ne veut évidemment pas dire refuser la moindre entrée, le moindre échange intellectuel, etc. Aristote lui-même était un homme d'échange intellectuel, mais ça veut dire qu'effectivement, au-delà, quand les portes sont tout le temps ouvertes à tout le monde, si vous voulez, à un moment donné, la maison est surpeuplée et elle est peuplée de gens qui ne se connaissent pas, qui ne s'entendent pas entre eux et qui font que cette maison devient totalement ingérable. Et à partir de là, il n'y a plus d'économie de la maison, l'oikos, et nous sommes à partir de là dans le chaos, dans l'anarchie. C'est le danger que fait courir le multiculturalisme à nos sociétés européennes qui se croient dans la paix, mais qui, déjà à leur marge, connaissent des guerres larvées sans cesse. Enfin, je pense qu'il suffit de regarder l'actualité aujourd'hui pour s'en convaincre. Tout à fait. On ne peut être généreux vis-à-vis des étrangers que si ceux-ci sont en nombre restreint, si nous les connaissons, si nous avons maîtrisé les conditions de leur entrée, et à partir de là, effectivement, nous pouvons leur tendre la main fraternellement. Mais je vais me permettre de lire Aristote qui dit exactement ce que vous dites, mais qu'il dit au IVe siècle avant Jésus-Christ, ce qui est quand même étonnant. Oui. Je me permets, hein, c'est page 37 de votre ouvrage. Est aussi facteur de sédition l'absence de communauté ethnique tant que les citoyens n'en sont pas arrivés à respirer d'un même souffle. Car de même qu'une cité ne se forme pas à partir d'une masse de gens pris au hasard, de même ne se forme-t-elle pas dans n'importe quel espace de temps. C'est pourquoi parmi ceux qui ont jusqu'à présent accepté des étrangers pour fonder une cité avec eux ou pour les agréger à la cité, la plupart ont connu des séditions. Et une autre traduction laisse penser que respirer du même souffle peut vouloir dire, selon Aristote, jusqu'à ce que le mélange des races soit complet. Le mot race est à prendre au sens large, puisqu'il s'agit toujours de Grecs bien sûr. En l'espèce, hein, et des colonies que les Grecs fondaient un peu partout autour de la Méditerranée, jusqu'à Marseille. Les Français se reconnaîtront dans Phocée, la cité grecque des Phocéens. Oui, et de Didier Raoult. Voilà. Mais c'est quand même frappant de voir cette réflexion d'Aristote, qui est une réflexion sur le vif et qui n'a rien d'idéologique, et qui dit pour fonder une cité, il faut quand même des gens qui se ressemblent. Oui, en d'autres termes, pour transformer une masse en peuple, il faut du temps, il faut de la ressemblance, il faut de l'assimilation. Et en France, nous y avons réussi quand il s'agissait d'Italiens, de Polonais, de Portugais, qui d'ailleurs heureusement ont su aussi garder certains aspects de leur identité culturelle. Mais l'assimilation a été possible parce que d'une part, il y avait quand même une certaine proximité culturelle de civilisation. Et d'autre part, les quantités d'hommes et de femmes à assimiler restaient raisonnables. Donc, en outre, il y avait quand même aussi un point commun de manière à créer un élément d'unification qui était tout de même le partage d'une même religion, en l'occurrence la religion chrétienne. Donc ça fait effectivement des conditions possibles d'une assimilation qui malheureusement ne sont plus tout à fait aussi faciles parce que en termes de quantité, nous avons perdu tout sens de la mesure, en quelque sorte. Il y a bien longtemps que nous accueillons beaucoup plus de gens qu'il n'est raisonnable d'en accueillir. Et puisque l'immigration est d'environ 350 000 personnes par an, tout compris, voilà. Ça fait une 350 000 personnes. Une métropole voilà, ce qui est absolument considérable pour un pays de un petit peu plus de 65 millions d'habitants. C'est considérable. Et d'autant que comme nous n'avons pas un discours
d'affirmation que nous sommes ce que nous sommes et que nous n'en avons pas honte, sans pour autant nous glorifier de tout ce que nous avons fait, dans lequel évidemment il y a des choses contrastées, mais comme nous n'avons pas un discours comme quoi si on veut venir chez nous, il faut nous aimer, tels que nous sommes, y compris avec nos faiblesses, mais aussi avec notre grandeur et notre force, comme nous avons un discours perpétuel de repentance, comment demander à des gens de nous aimer si nous-mêmes nous signifions tous les jours que nous ne nous aimons pas? C'est une évidence humaine, en quelque sorte. On ne peut pas demander aux étrangers d'être plus francophiles que les Français. Or, les Français ne sont pas francophiles. Donc, il n'y a pas de solution tant que nous-mêmes ne changeons pas notre regard sur nous-mêmes. Et alors, tant que nous ne dépassons pas toutes les expériences historiques que vous racontez dans votre ouvrage préfacé par Bernard Bourdin, professeur à l'Institut catholique de Paris, je le signale au passage, parce que Bernard Bourdin est un homme vraiment puissant, une intelligence redoutable. Il est dominicain, je crois d'ailleurs. Il est dominicain. Mais la table des matières de votre ouvrage se présente comme une suite d'occasions manquées, finalement. Alors, j'explique que la démocratie représentative, par le principe même de la représentation, commence à instaurer une séparation entre gouvernants et gouvernés. Séparation qu'on ne peut pas complètement éviter. Mais il faut quand même bien voir que la démocratie représentative, à l'origine, en fait, elle est représentative avant d'être démocratique. Tout simplement, à l'époque de la Révolution de 89, la BCIS, etc., et ses proches, du point de vue intellectuel, auteur de Qu'est-ce que le tiers-État, ne se réclamait pas, en fait, qui ne s'est pas fait raccourcir au passage, comme beaucoup qui a eu de la chance, militants. Qui a bien manœuvré. Ce n'est pas du tout un théoricien de la démocratie, c'est un théoricien de la représentation. Cette représentation, selon lui, c'est une assemblée, alors qu'auparavant, somme toute, qui représentait le peuple? En fait, c'était avant tout le roi. Donc, il y a cette idée d'une représentation, qui en fait permet à la bourgeoisie de prendre le pouvoir de manière beaucoup plus directe que ce n'était le cas auparavant. Ce régime représentatif deviendra progressivement un régime de démocratie représentative, mais à l'origine, c'est un régime. Alors nous continuons qui ne là-dessus se prétend pas après démocratique. la pause, mais je suis obligé de vous couper et de couper court à votre éloquence pour laisser la pause technique de quelques minutes. À tout de suite. Nous continuons à parler avec Pierre Le Vigan du grand empêchement politique, de cette suite d'occasions manquées en politique sur les 2 ou 3 derniers siècles. Vous évoquiez, Pierre Le Vigan, la démocratie représentative comme un moindre mal dans cette suite d'occasions manquées. Je pense que la démocratie représentative, si elle est réellement démocratique, ce qui suppose déjà le suffrage universel, ce n'était absolument pas le cas en 1789, ni avec la charte de 1814, ni avec la charte de 1830. Je pense que la démocratie représentative, la dimension représentative est indispensable à toute démocratie. Par contre, la démocratie ne peut se borner à cet aspect représentatif. Alors, c'est en ce sens qu'il y a eu au XXe siècle, avec les communismes et avec les fascismes, une tentative, en quelque sorte, de redonner un lien extrêmement étroit entre le pouvoir politique, reconstruire un lien très étroit entre le pouvoir politique et le peuple. Alors, ça s'est fait par
la dictature d'un parti qui se prétendait le parti de la masse des travailleurs, du peuple travailleur, donc ça sous le communisme. Ça s'est fait avec des partis nationalistes devenus parti unique au service d'un dictateur dans les différents fascismes italiens ou allemands. Et alors, effectivement, ce qui est sûr, c'est que tout ça est quand même très loin de nous. Alors, il n'y a rien de plus loin de nous aujourd'hui que le fascisme. Il n'y a rien de plus loin de nous que le nazisme. Tout ça a eu comme énorme inconvénient d'introduire une crainte absolument panique devant toute affirmation politique forte. D'où le gouvernement des juges, d'où les garde-fous du type Cour européenne des droits de l'homme, etc. Alors, une des rares personnalités politiques qui a pu faire de la politique... d'où la tentation technocratique, qui serait quand même peut-être un peu la grande tentation d'aujourd'hui, la réduction du politique à l'économie. Alors, tout à fait. Une des rares personnalités qui a pu faire de la politique après le fascisme, ce fut le général de Gaulle, parce qu'on ne pouvait pas le soupçonner de fascisme. Mais effectivement, ensuite, le gouvernement des juges s'est accru. Comme vous le dites, l'économisme et la technocratie ont développé leur emprise, en fait. D'où une situation telle que on nous dit il n'y a qu'une politique possible. Une inflation de la réglementation qu'on voit dans la question du Covid aujourd'hui. La réglementation nous tombe dessus, on n'a pas notre mot à dire, il y a plus de démocratie, il n'y a plus d'ordre politique finalement. Absolument, donc une dictature sanitaire qui nous permet d'ailleurs de comprendre la vraie nature du libéralisme. On entend d'un côté critiquer le libéralisme qui est bien sûr celui de Macron, mais qui était aussi finalement celui de Hollande, celui de Sarkozy, et d'autres personnes dire mais non, Macron n'est pas du tout libéral. Oui, est-ce que c'est du libéralisme? Alors je serais tenté. Alors moi, je considère que c'est du libéralisme. Toutefois, je comprends très bien ce que disent les gens qui précisent non, ce n'est pas libéral. Ils veulent dire par là ce libéralisme de Macron, avec un taux de prélèvement obligatoire très important, avec une réglementation dans tous les domaines ne paraît pas libérale. La vérité, c'est que ça dévoile la vraie nature du libéralisme, qui est en fait un projet autoritaire, qui a toujours été un projet autoritaire. C'est bien pour cela que les catholiques sociaux se sont opposés au libéralisme sauvage au XIXe siècle. C'est que le libéralisme, en fait, était une œuvre autoritaire de destruction des communautés pour les mettre au service de la mobilisation, au service de l'économie, au service de la croissance de la bourgeoisie marchande du XIXe siècle. En vous écoutant, il me revient à l'esprit quelque chose que j'ai lu d'ailleurs dans votre ouvrage, mais que je connaissais, cette remarque de Chigalef dans Les Possédés, qui dit « Je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai essayé d'élaborer un gouvernement où la liberté soit intégrale, mais de la liberté absolue, j'en arrive au despotisme absolu. » Absolument. Alors, si vous voulez, le projet macronien est tellement authentiquement libéral qu'il est devenu hyper autoritaire, puisque quel est ce projet actuellement? Il est de liquider la classe moyenne, il est de liquider la petite bourgeoisie industrielle au profit d'une oligarchie mondialisée et entièrement financiarisée. Donc c'est bel et bien effectivement un projet de destruction de la classe moyenne, de destruction de toute une bourgeoisie patrimoniale qui avait des maisons de famille, qui avait des bibliothèques familiales. Tout cela doit être détruit au profit d'un capital hors sol. Si vous voulez, le macronien idéal ne possède officiellement rien, tout en étant très riche, ne paye pas d'impôts parce ses actions sont entièrement défiscalisées, etc. C'est le contraire
du petit industriel qui a une propriété, deux familles dans lesquelles il se réunit avec ses enfants et ses petits-enfants. Voyez, donc en fait, la vraie nature du libéralisme, c'est un autoritarisme, c'est une réforme brutale de la société. Pourquoi? Parce que l'anthropologie libérale, c'est-à-dire l'individualisme absolu et l'appât du gain, et le calcul introduit dans toutes les relations humaines, l'anthropologie libérale est fondamentalement contraire à la nature humaine, elle est fondamentalement contraire à tout ce que nous a expliqué Aristote. En ce sens, le libéralisme est forcément un projet autoritaire, et j'irais même plus loin, un projet totalitaire. Et on le voit très bien avec la dictature totalitaire sanitaire qu'instaurent les équipes Macron, Véran, etc. Alors, vous citez Alain de Benoît qui a une belle formule à cet égard pour nous permettre de reconnaître ce que c'est que le libéralisme. Parce que quand vous dites que le libéralisme, c'est le despotisme, ou que le libéralisme, c'est l'autoritarisme intégral, ça peut quand même en surprendre plus d'un. J'imagine nos auditeurs tombés par hasard sur nos ondes, se disant mais de quoi on parle. J'aime bien cette formule d'Alain Benoît parce qu'elle nous fait pénétrer dans la compréhension des choses. Le libéralisme n'est pas l'idéologie de la liberté, c'est vous qui citez, hein, mais l'idéologie qui met la liberté au service du seul individu en la concevant comme affranchissement vis-à-vis de tout ce qui excède cet individu. Oui, le drame de notre époque, c'est l'individualisme. C'est fondamentalement ça, c'est-à-dire que les droits de l'homme sont devenus les droits de l'individu. Ils sont complètement déconnectés des droits de l'homme en société. On a complètement oublié que l'homme a aussi des droits en tant que membre d'une profession, par exemple, d'un corps de métier et d'une nation, et éventuellement à un niveau supérieur aussi, d'une civilisation, d'un héritage civilisationnel. Mais ça, on ne veut absolument pas le voir, et on réfléchit uniquement à des droits qui sont des droits hors sol, des droits de n'importe quel homme vivant n'importe où. Est-ce que l'aboutissement de tout ça, c'est pas un gouvernement de normes, un gouvernement purement normatif, qui n'aurait pas forcément d'individus exerçant le pouvoir, mais des normes qui proviendraient de cercles, de collèges, de comités pseudo-scientifiques, semi-collectifs, de comités scientifiques. Absolument, pseudo-scientifiques. Alors c'est effectivement le gros risque. D'ailleurs, il est quand même très intéressant de voir que la démocratie est complètement en panne, est complètement vidée de son contenu. Aux législatives de 2017, il y a eu près de 50% d'abstention au premier tour et nettement plus de 50% d'abstention au second tour. Donc, on a donc l'élection des députés qui est théoriquement le moment essentiel de la démocratie, puisque le président c'est une chose, il représente la nation, mais normalement les députés, ce sont eux qui votent les lois. Donc c'est théoriquement un enjeu. Depuis l'invention du quinquennat, il n'y a plus besoin de se déplacer pour les législatives. C'est la même chose que la présidentielle. Voilà, surtout qu'avec le système des primaires, il y a quasiment des élections à 6 tours. 2 tours de primaires, 2 tours de présidentielles, 2 tours de législatives, à la suite les uns des autres. Et des législatives au scrutin majoritaire à 2 tours, donc qui font qu'il y a énormément d'électeurs qui savent que les partis qui les intéressent ne seront quasiment pas représentés, donc qui se découragent en fait. Donc effectivement, là on a aussi eu les municipales, où effectivement toute une série de maires, et Dieu sait si le maire est un élément essentiel, devrait en tout cas être un élément essentiel de la démocratie, ça devrait quasiment en être le pivot, ont été élus avec 10% des inscrits. Donc effectivement, là, il est question de reporter peut-être les départementales et aussi les régionales. Enfin, c'est totalement fou. Les lois d'urgence sanitaire
sont déjà prolongées jusqu'au 31 mars 2021 et pourquoi pas bientôt jusqu'au présidentiel. Tout ça est effectivement extrêmement inquiétant. Je crois que la revitalisation de la démocratie est absolument indispensable. Je crois que le premier élément nécessaire, je rejoins là-dessus Jean-Frédéric Poisson, c'est le rétablissement du septennat. Ça, je crois que c'est vraiment l'élément absolument nécessaire, auquel il faudra bien sûr ajouter le référendum d'initiative populaire. Vous parlez de Jean-Frédéric Poisson, je me permets, parce que j'ai son livre sous la main, d'en faire la publicité, en espérant qu'il accepte de venir dans notre émission un jour prochain. Jean-Frédéric Poisson, La Voix du peuple. Tout à fait. C'est une réflexion sur les institutions de la République et sur la manière dont elles sont aujourd'hui tellement mises en cause que cette mise en cause menace la démocratie elle-même, finalement. Tout à fait. Ne croit à cette démocratie. Depuis le référendum avec 70% d'abstention, le référendum de l'an 2000, instaurant le quinquennat présidentiel, et l'inversion aussi du calendrier électoral, puisque rappelons-nous qu'auparavant, en 2002, il devait y avoir normalement les législatives un petit peu avant les présidentielles, donc tout ça a été inversé. Effectivement, depuis ce quinquennat, notre peuple n'a jamais vécu avec aussi peu de démocratie réelle. C'est absolument dramatique. Mais est-ce que le peuple veut la démocratie? Est-ce qu'il veut être consulté? Moi, je crois que le peuple veut être consulté. Ce dont on s'aperçoit dans cette affaire du Covid, c'est que les gens ont peur et ils valident d'instinct toute mesure répressive sans chercher spécialement à être consultés sur telle ou telle question. On sait que, par exemple, que quelqu'un qui serait pris comme récidiviste à ne pas porter le masque peut aujourd'hui encourir une peine de prison sans que ça ait été voté par aucune assemblée. On est dans la dictature des normes. Oui, tout à fait. De l'administration, finalement. Et c'est un mouvement mondial. Alors, c'est un mouvement mondial. Je pense que cette affaire des masques, cette affaire du Covid, plus largement, permet de tester la capacité de domestiquer les peuples. Mais je crois malgré tout que les peuples souhaitent être consultés. Ils sont incontestablement matraqués par les discours du pouvoir. Mais je crois qu'ils souhaitent être consultés. Je crois qu'avec une information qui serait avec un peu plus de pluralisme dans l'information, les opinions publiques pourraient évoluer. Non, je pense que l'aspiration à être consulté sur les enjeux essentiels persiste. Simplement, depuis le quinquennat, il est évident qu'il n'y a que des fausses gauches qui succèdent à des fausses droites et qui mènent une politique qui n'a aucun rapport avec les aspirations populaires, hein, parce que quand on voit toutes les mesures récentes, elles ne font que répondre à des revendications de lobbies extrêmement minoritaires, hein, qu'il s'agisse de la gestation pour autrui ou d'autres mesures qui ont été prises comme la possibilité d'avorter à 9 mois, ce qui n'est pas un avortement, mais ce qui est un assassinat. Eh bien, effectivement, on se rend compte que ce n'est pas le peuple qui a demandé ça. Ce n'est absolument pas le peuple qui a demandé ça. En tout cas, je ne vois pas qui peut continuer à être pour l'avortement lorsqu'il s'agit d'une interruption médicale de grossesse avec pour seule raison des raisons médico-sociales ou psychosociales. La notion très floue d'urgence sociale dans la notion dans laquelle on peut tout mettre. On en sera bien d'accord, urgence sociale. De toute façon, on aurait dû parler de cette question elle est traitée en ce moment à l'Assemblée. Et de toute façon, il y a une chose très simple. Dès que le pouvoir emploie le terme d'urgence, il y a arnaque. Vous savez, Proudhon disait qui parle d'humanité ment. Puisqu'il voulait dire par là que le concept d'humanité
étant extrêmement large, on peut tout mettre sous ce concept et à partir de là, toutes les escroqueries intellectuelles et politiques sont possibles. Eh bien, c'est la même chose pour l'urgence. Dès qu'on vous dit, voilà, on va fermer tel établissement, on va prendre telle mesure, on va rendre obligatoire tel port de tel masque, etc., pour des raisons d'urgence, on veut dire par là que le débat est interdit. Donc à partir de là, ça veut dire que c'est une sorte de coup d'État psychique, une sorte de viol psychique, et que effectivement, il faut tout de suite dire, attendez, où est l'urgence, où est réellement cette urgence, quel est le débat contradictoire. L'urgence, c'est la contamination et la peur fait le reste. Hein. Oui. Moi, je pense que le peuple n'est pas du tout hostile à ce qu'on décide à sa place et plus vite que lui. Je ne suis pas aussi pessimiste. Je pense que le peuple est dépolitisé parce qu'il constate effectivement à quel point les pouvoirs successifs n'ont cessé de mentir, mais je crois qu'il y a une aspiration à un discours franc, à un discours honnête. Je ne crois pas qu'on pourra indéfiniment mettre en avant les experts, par exemple. Mettre en avant les experts. Je crois que fondamentalement, l'aspiration quand même à pouvoir se prononcer sur un certain nombre de grands sujets reste une demande populaire. Pour l'instant, elle ne réussit pas à s'exprimer, effectivement, parce qu'il y a ce piège du quinquennat et du faux présidentialisme qui est le nôtre, hein, qui a tous les inconvénients du présidentialisme, mais aucun des avantages, puisque nos présidents depuis l'an 2000 ont beaucoup plus de pouvoir que le président américain. Puisque notre président, ils ne sont jamais mis en cause. C'est ça qui absolument, oui. Il n'y a aucun rapport. Au quinquennat, ils n'ont pas d'occasion de rencontrer le peuple à nouveau. Absolument. Sinon, dans des débats sans enjeu. Tout à fait, oui, ou de faux débats comme celui qui avait été organisé au printemps 2019. Hein. Mais s'il avait mais le seul vrai débat, c'est justement qu'il n'y a plus de face à face entre le peuple et ceux qui, ayant été élus, en sont en principe responsables. C'est en ce sens que alors c'est pas l'élément essentiel de mon livre, hein, puisque l'élément essentiel de mon livre, ce sont les entraves à l'expression de la puissance populaire et de la liberté populaire de se donner un corps politique. Hein. Donc, mais on va venir à votre programme dans une minute, mais je vous laisse terminer. Donc, mais c'est sûr qu'un des aspects pour lequel je plaide, hein, très clairement, c'est effectivement le retour tout simplement à la Ve République telle qu'elle a été pensée, telle qu'elle a été ensuite théorisée par le doyen Georges Vedel et d'autres juristes, hein, c'est-à-dire que c'est quand même avant tout un régime dominant parlementaire, c'est un régime fondamentalement parlementaire et donc qui conduit la politique de la nation, c'est avant tout le Premier ministre, et le président, lui préside, c'est-à-dire qu'il a un rôle plus en retrait, de recours sur les grands enjeux, mais Donc vous êtes gaulien à défaut d'être gaulliste, je ne sais pas si je suis gaulliste, tout à fait, oui, je suis tout à fait gaulien. Je pense que ce qui a beaucoup modifié quand même l'équilibre de la Ve République, comme l'avait noté Maurice Druon, c'est tout de même la réforme de 62 avec l'élection du président de la République, suffrage universel. Il y a des inconvénients à cette réforme, puisque en quelque sorte, elle met le président au contact direct du peuple, ce qui peut l'amener à être trop souvent en première ligne et ça porte quelques inconvénients. Toutefois, je pense pas qu'on puisse revenir là-dessus, mais par contre, en rétablissant le septennat, on peut rétablir la distinction entre la gestion quotidienne qui doit relever du Premier ministre et les grandes impulsions
qui doit relever du président, et aussi une fonction fondamentale qui doit être celle du président de la République, c'est de donner par le référendum l'occasion au peuple de se prononcer sur les grandes questions. Ça, c'est absolument fondamental. Ça, c'est fondamental. En tout cas, j'ai Philippe, un auditeur, qui est tout à fait d'accord avec ce que nous avons souligné sur la peur qui agite le peuple, oui, et qui fait que ce peuple politique qu'est le peuple français est un peuple complètement dépolitisé. C'est exactement cela, les gens ont peur et acceptent toutes les normes pourvu qu'elles soient répressives. On le voit au quotidien dans la rue comme dans la classe politique. Terrible pour le peuple dit de la liberté. Oui. Mais ça ne durera pas forcément indéfiniment. Ça ne durera pas forcément indéfiniment parce que le peuple se rend quand même compte aussi qu'on le trompe. Alors, quel est votre... Après, vous faites un parcours ébouriffant et vous visitez finalement toutes les impasses politiques depuis 2 siècles. Notamment le progressisme, c'est-à-dire l'idée qu'on va arriver à une société parfaite. Je crois que dès que l'on commence à mettre le doigt dans cette utopie d'une société parfaite, ce n'est pas raisonnable. D'autant que la logique de cette société soi-disant parfaite, c'était, comme disaient les communistes dans la lignée d'Auguste Comte, c'était remplacer le gouvernement des hommes par le gouvernement des choses. Or, remplacer le gouvernement des hommes par le gouvernement des choses, c'est remplacer l'art du politique par une pseudo-science du politique, c'est-à-dire par la transmission de toutes les décisions, par le transfert de toutes les décisions à des technocrates, à de pseudo-savants. Et d'ailleurs, en ce sens, j'adhère tout à fait à la... Vous avez un chapitre intéressant sur la science et la technique, là, d'ailleurs, aussi. Oui, et j'adhère tout à fait, d'ailleurs, à la thèse qui définit finalement Macron comme l'héritier de Saint-Simon, qui est lui-même en quelque sorte le prototype du comtisme, hein, c'est-à-dire de la doctrine d'Auguste Comte, avec... Je crois que c'est le dernier livre de Frédéric Rouvillois pour les auditeurs. Absolument, tout à fait. Tout à fait, et une fois de plus, Frédéric Rouvillois fait une analyse absolument impeccable, de même qu'il avait défini excellemment le nazisme, le national-socialisme, comme un hygiénisme, en expliquant notamment que l'un des fantasmes de Himmler, c'était l'extermination de tous les moustiques en Allemagne. Voilà, non mais alors ça en dit long quand même. Ça en dit long parce que ça veut dire c'est refuser la complexité de la nature, l'altérité de la nature, le côté immaîtrisable de la nature. Bah oui, l'été, effectivement, c'est très agréable, mais effectivement, il y a des moustiques. Ça, c'est l'hygiénisme. C'est la technocratie qui refuse la nature. Ça, c'est l'hygiénisme typique du nazisme, qui a quand même inspiré une partie des méthodes de management modernes, par le biais de Reinhard Hohn, qui était un théoricien SS. C'est tout de même le gouvernement par agence, le gouvernement par chargé de mission, est héritier un petit peu de cette vision hyper dynamique du nazisme, qui s'oppose complètement d'ailleurs aux conceptions traditionnelles de l'État, qui s'oppose notamment à la conception de l'État qui est celle de Carl Schmitt. Donc c'est intéressant de voir que l'hypermodernité du nazisme rejoint l'hypermodernité libérale. Alors, merci avec le culte du management. De cette conclusion sur 2 hypermodernités qu'apparemment rien ne rapproche, mais dont vous montrez qu'elles sont plus proches qu'on imagine. Je voudrais recommander la lecture de votre ouvrage aux auditeurs de Radio Courtoisie, Pierre Le Vigan. Donc, vous avez écrit Le Grand Empêchement, avec une préface de Bernard Bourdin, professeur à l'Institut catholique de Paris. Et on trouve cet ouvrage aux éditions Perspectives Libres.
Tout à fait, Perspectives libres qui sont liées au cercle Aristote, qui fait un très beau travail. Et effectivement, qui a fait un très beau travail en vous publiant. Et dans lequel vous aviez parlé, vous aviez fait une conférence qui avait eu beaucoup de succès sur votre livre Le prix de la fraternité, si je ne me trompe pas. Exact, dont j'ai aperçu que vous le citiez très gentiment. Un très beau livre. Dans votre ouvrage. Merci beaucoup, Pierre Le Vigan. Merci, cher abbé de Tanoirne. Et à très bientôt, peut-être en dehors du studio de Radio Courtoisie, pour continuer ce partage. À bientôt et bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Merci. Au revoir. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.